Le déjeuner au country club était l'idée de maman. Elle avait insisté pour que je vienne, même si elle savait que je détestais ces rassemblements. Tu dois te créer un réseau correctement, avait-elle dit au téléphone. Rencontre des gens qui peuvent t'aider à trouver une vraie carrière. J'avais 31 ans. Je développais ma société de mode durable depuis 6 ans. Mais pour maman, si ce n'était pas un bureau d'angle dans une entreprise du Fortune 500, ce n'était pas réel. Je suis arrivé dans mon uniforme habituel, un Levi's vintage, un sweat à capuche gris, des baskets blanches confortables, pratiques, le genre de tenue que je portais à l'atelier quand je faisais de la coupe de patron ou que je travaillais avec des échantillons de tissu. Le visage de maman s'est décomposé quand elle m'a vu à l'entrée. C'est ce que tu portes. Elle a balayé du regard la salle à manger du club où des femmes étaient assises en tailleur Chanel et bijoux ostentatoires. Alexandra, c'est un déjeuner professionnel. Je suis à l'aise. On dirait une sans-abri. Je n'ai pas répondu. J'avais appris il y a des années que se disputer avec maman à propos des vêtements était inutile. Elle valorisait les noms de marque et les étiquettes de prix, je valorisais la durabilité et l'artisanat. Nous ne serions jamais sur la même longueur d'onde. Ses amis étaient déjà à table. Catherine Ashford, présidente de la Junior League. Diana Morrison, dont le mari possédait une chaîne de concessionnaires automobiles de luxe. Patricia Chin, une avocate d'affaires. Toutes dans la cinquantaine. Toutes habillées en marque de créateur. Toutes me regardant avec une pitié à peine dissimulée. Voici ma fille, Alexandra, a dit maman en approchant. Son ton portait des excuses. Elle est entre deux opportunités en ce moment. Je dirige ma propre entreprise, ai-je corrigé doucement. Un truc de vêtements, a dit maman d'un geste dédaigneux. Elle fait des robes dans son appartement. Je crée de la mode durable. Nous fabriquons de manière éthique au Portugal et au Guatemala. Catherine a souri poliment. Comme c'est gentil. Une entreprise passe-temps. Ce n'est pas un passe-temps. Bien sûr que non, ma chère, a dit Diana en me tapotant la main. Je suis sûr que ça t'occupe bien. Mais as-tu pensé à ce que tu feras quand tu seras prête pour une vraie carrière? L'entreprise de mon mari cherche toujours des assistantes administratives. J'ai bu une gorgée d'eau et n'ai rien dit. Maman s'est lancée dans son récit habituel. Alexandra était si prometteuse. Elle est allée à Parsons, diplômée première de sa classe. Nous pensions qu'elle travaillerait pour Ralph Lauren ou Oscar de la Renta. Au lieu de cela, elle se bat depuis des années avec cette start-up qui ne mène nulle part. Nous avons réalisé 4,7 millions de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière, ai-je dit calmement. Maman a ri. Alexandra, n'exagère pas. Tu travailles depuis ton appartement. Je travaille dans un studio de 12 000 pieds carrés à Brooklyn. Nous avons 34 employés. 34? Patricia a haussé un sourcil. C'est impressionnant pour une petite opération. Ce n'est pas durable, a interrompu maman. Elle épuise ses économies. Je n'arrête pas de lui dire de postuler dans de vraies maisons de couture. Elle pourrait être assistante acheteuse quelque part, peut-être gravir les échelons. J'avais déjà entendu ce discours, à Thanksgiving, à Noël, au mariage de ma cousine l'été dernier. Le récit ne changeait jamais. J'étais en difficulté, sans direction, gaspillant mon potentiel dans une chimère. La vérité était plus complexe. 6 ans plus tôt, j'avais quitté mon poste d'assistante styliste dans une grande maison de couture après avoir été témoin du gaspillage de l'industrie. La surproduction, le déversement de textiles, l'exploitation des travailleurs dans les pays en développement, tout cela m'avait rendu physiquement malade. J'avais donc commencé petit, très petit, 10 pièces en coton biologique et tissu de stock dormant, vendu via un compte Instagram. J'avais tout fait moi-même, le design, le modélisme, la couture, la photographie, le service client, l'expédition. La première année, j'avais réalisé 23 000 dollars de chiffre d'affaires et gagné peut-être 8 000 dollars après les matériaux et l'expédition. Maman avait appelé ça jouer à la marchande. Mais j'ai continué. J'ai affiné les designs, établi des relations avec des fabricants éthiques, développé une chaîne d'approvisionnement axée sur une production à faible gaspillage et des salaires équitables, et fait passer le nombre d'abonnés Instagram de 500 à 50 000, puis à 280 000. Deuxième année, 180 000 dollars de chiffre d'affaires. Maman a dit que je rentrais à peine dans mes frais. Troisième année, 890 000 dollars. Maman a dit que c'était une croissance insoutenable.
4e année, 2,1 millions de dollars. Maman a dit que j'avais de la chance que la pandémie ait poussé les gens à acheter en ligne. 5e année, 3,8 millions de dollars. Maman a dit que c'était probablement une bulle. La 6e année vient de se terminer il y a 3 mois, 4,7 millions de dollars avec des marges bénéficiaires de 32% et une liste d'attente de 15 000 clients. Mais maman n'avait jamais visité l'atelier, jamais demandé à voir les états financiers, jamais assisté à aucun des panels de l'industrie où j'étais intervenu ou aux conférences sur la durabilité où j'avais été conférencière principale. Elle avait décidé il y a 6 ans que j'échouais, et aucune preuve ne pouvait la faire changer d'avis. Le problème, disait Catherine, c'est que les jeunes d'aujourd'hui ne comprennent pas la valeur de la stabilité. Ils veulent être entrepreneurs sans passer d'abord des années dans des entreprises établies. Alexandra n'a jamais appris la patience, a acquiescé maman. Elle voulait le succès immédiatement. Je travaillais 16 heures par jour depuis 6 ans, mais je ne l'ai pas mentionné. Diana s'est penchée en avant d'un air de conspiratrice. Ma fille a traversé une phase similaire. Elle voulait être photographe. Nous l'avons finalement convaincue de faire des études de droit. Elle est beaucoup plus heureuse maintenant avec une carrière stable. C'est ce que je n'arrête pas de dire à Alexandra, a dit maman. Trouve un emploi stable, économise de l'argent. Peut-être que dans 10 ans, quand tu seras financièrement sûr, tu pourras explorer ce truc de vêtements comme un projet parallèle. Je suis financièrement sûr. Maman a ri de nouveau, ce son cristallin et dédaigneux. Ma chérie, tu travailles depuis ton appartement. Je travaille depuis un studio. Un studio de 12 000 pieds carrés que je possède. J'ai acheté l'immeuble l'année dernière. Silence. Tu as acheté un immeuble? Les sourcils de Patricia se sont levés. À Brooklyn. C'est une ancienne usine textile. Nous utilisons le rez-de-chaussée et le premier étage pour la production et le design. Je rénove les étages supérieurs en showroom et espace événementiel. Le sourire de maman s'est crispé. Alexandra, ce fantasme devient préoccupant. Tu ne peux pas simplement prétendre posséder des immeubles. Je ne prétends pas. Je le possède. Un prix d'achat de 2,3 millions de dollars, 40% d'acompte, un prêt hypothécaire pour le reste. Où aurais-tu pu trouver? Maman s'est arrêtée. Tu sais quoi? C'est exactement de ça que je parle. Ce mensonge compulsif sur le succès. C'est malsain. J'ai posé mon verre d'eau avec précaution. Je ne mens pas, alors montre-nous des preuves. Le ton de Diana était gentil mais sceptique. Si tu avais vraiment acheté un immeuble, tu aurais sûrement des documents. J'aurais pu sortir mon téléphone, leur montrer l'acte de propriété, les relevés hypothécaires, les photos de l'atelier. Mais j'avais appris quelque chose au fil des ans, les gens qui ont décidé que vous échouez ne veulent pas voir de preuves de succès. Ils veulent avoir raison plus qu'ils ne veulent la vérité. Croyez ce que vous voulez, ai-je dit doucement. Vous voyez? Maman s'est tournée vers ses amis. Elle ne peut pas le prouver parce que ce n'est pas réel. Je m'inquiète pour elle depuis des années, ce détachement de la réalité. Madame Ashford? Une jeune femme s'est approchée de la table, probablement au début de la vingtaine, habillée en tenue de ville professionnelle. Je suis vraiment désolé d'interrompre, mais je devais vous dire que le travail de votre fille est incroyable. Je suis sa marque depuis 3 ans. Je porte l'une de ses pièces en ce moment même. Elle a montré son blazer, un modèle sur mesure de notre collection de printemps en laine biologique. Prix de détail, 485 $. Maman a cligné des yeux. Vous connaissez Alexandra. Tout le monde dans la mode connaît Alexandra Ashford. Elle révolutionne le design durable. Je suis dans le programme de 3e cycle de Parsons, et nous étudions son modèle de chaîne d'approvisionnement dans notre cours d'éthique. C'est gentil, a dit maman faiblement. La jeune femme s'est tournée vers moi. Je suis Emma. J'ai postulé pour un stage dans votre entreprise 3 fois. Je sais que la compétition est intense, mais je voulais que vous sachiez que votre travail m'inspire chaque jour. Merci, ai-je dit. Envoyez-moi un courriel directement. Incluez votre portfolio. Nous cherchons toujours des gens qui se soucient de la mission. Le visage d'Emma s'est illuminé. Vraiment? Oh mon Dieu. Merci. Elle a sorti son téléphone, les mains tremblant légèrement. Puis-je prendre une photo? Mes camarades de classe ne le croiront jamais. Après son départ, la table était silencieuse.
Catherine s'est éclairci la gorge. Alors, tu as une sorte de public. Elle a 280 000 abonnés sur Instagram, a dit Patricia en faisant défiler sur son téléphone. Et, oh, il y a un article ici de Business of Fashion. Alexandra Ashford, la révolutionnaire silencieuse qui redéfinit le luxe durable. Maman a tendu la main vers le téléphone de Patricia. Laisse-moi voir ça. Il y a des dizaines d'articles, a continué Patricia en faisant défiler. WWD, Fashionista, Refinerie 29. Alexandra, pourquoi n'as-tu rien mentionné de tout ça? J'ai essayé. Plusieurs fois. Maman lisait l'article de Business of Fashion, son visage impénétrable. Il est dit que ton entreprise est évaluée à 15 millions de dollars. C'était l'estimation de l'année dernière. Nous prévoyons un chiffre d'affaires de 8 millions de dollars cette année, donc la valorisation est probablement plus élevée maintenant. 8 millions? La voix de Diana s'est élevée. 2 dollars? De chiffre d'affaires, pas de bénéfice. Nous réaliserons un bénéfice net d'environ 2,5 millions de dollars après les dépenses et les salaires. La table est redevenue silencieuse. Maman a posé le téléphone. Alexandra, si c'est vrai, pourquoi t'habilles-tu comme ça? Elle a désigné mon sweat à capuche. Parce que je valorise le confort plutôt que les apparences, et parce que je passe mes journées dans un atelier à travailler avec des tissus et des patrons. Les tailleurs de créateurs ne sont pas pratiques pour cela. Mais tu pourrais t'offrir des tailleurs de créateurs. Je pourrais. Je choisis de ne pas le faire. Mes vêtements sont fabriqués de manière éthique, sont durables, et ils reflètent mes valeurs. C'est plus important pour moi que les noms de marque. Catherine regardait toujours son propre téléphone. Il y a quelque chose ici à propos de Vogue. Elle s'est arrêtée, les yeux écarquillés. Oh mon Dieu! Quoi? Maman s'est penchée. Le nouveau numéro de Vogue. La couverture les femmes les plus puissantes de la mode. Il y a un aperçu sur leur site web. Catherine a tourné son téléphone. Et j'étais là. Sur la couverture de Vogue. Photographe professionnel, stylisme professionnel, tout était professionnel. L'image me montrait dans mon atelier, entouré de rouleaux de tissu et de mannequins, portant l'une de mes propres créations, un blazer structuré en coton biologique sur un pantalon large. Mes cheveux étaient tirés en arrière, maquillage minimal, regardant directement l'appareil photo avec confiance. Le titre, La Nouvelle Garde, les femmes qui reconstruisent la mode depuis 16 fondations. Et en plus petit, Alexandra Ashford et la révolution du luxe durable. Le visage de maman était devenu complètement blanc. C'est toi, a murmuré Diana. Sur la couverture de Vogue. L'une des 6 couvertures, ai-je dit doucement. Ils ont photographié 6 femmes différentes pour le numéro. La mienne est la couverture axée sur la durabilité. Tu es sur la couverture de Vogue, a répété Catherine, comme si le dire à nouveau pouvait le rendre compréhensible. La vraie couverture. Le numéro sort la semaine prochaine. L'équipe éditoriale m'a contacté il y a 4 mois. Ils travaillent sur le reportage depuis janvier. Patricia lisait sur son téléphone. L'article est déjà en ligne. Il dit que tu es l'une des créatrices les plus influentes de moins de 40 ans. Il qualifie ton modèle commercial de l'avenir de la mode éthique. Maman n'avait pas bougé. Elle fixait le téléphone de Catherine, mon image sur la couverture de Vogue, comme si elle pouvait disparaître. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? A-t-elle finalement demandé. Je l'ai fait. Il y a 4 mois, quand Vogue m'a contacté pour la première fois. Tu as dit que je me faisais arnaquer et que Vogue ne présenterait jamais une entreprise passe-temps. Je ne me souviens pas de ça. Tu as aussi dit que la séance photo était probablement pour une petite publication en ligne qui prétendait être Vogue. Silence. Maman, j'essaie de te parler du succès de l'entreprise depuis 6 ans. À chaque fois, tu l'as rejeté. Tu l'as qualifié de passe-temps, de phase, de chimère. Tu as dit à tes amis que j'étais au chômage. Tu m'as proposé de me trouver des entretiens pour des postes d'assistante administrative. Tu n'as jamais demandé à voir les états financiers, à visiter l'atelier, ou à assister à l'un des événements de l'industrie où j'ai pris la parole. Mais tu ne m'as jamais montré de preuves. Tu n'as jamais voulu voir de preuves. Tu as décidé que j'échouais, et rien de ce que je disais n'avait d'importance parce que tu avais déjà pris ta décision. Catherine a posé son téléphone avec précaution.
Je crois que je dois m'excuser. Nous le devons toutes. Vous avez fait des suppositions basées sur le récit de maman, ai-je dit. Qui n'était pas basé sur des faits. Il était basé sur ce qu'elle voulait croire à mon sujet. Les mains de maman tremblaient. J'essayais de te protéger. J'ai vu tant de jeunes gaspiller des années dans des startups qui échouent. Je ne voulais pas que tu sois blessé. Alors, au lieu de me soutenir, tu m'as publiquement humilié, tu as dit à tout le monde que j'étais sans direction et au chômage, et tu m'as offert des postes d'assistante administrative. Je ne savais pas parce que tu n'as pas demandé. Parce que tu as vu le sweat à capuche et l'absence de marque de créateur et tu as décidé que cela signifiait que j'étais en difficulté. Tu n'as jamais envisagé que je pouvais peut-être réussir selon mes propres termes, à ma manière. Le téléphone de Diana a vibré. Elle y a jeté un coup d'œil, puis m'a regardé avec une sorte d'admiration. Alexandra, je reçois des textos d'amis. La couverture de Vogue devient virale sur les réseaux sociaux. Tout le monde la partage. Patricia faisait défiler rapidement. L'article est magnifique. Il parle de ta chaîne d'approvisionnement, de ton engagement pour des salaires équitables, de ton approche innovante de la durabilité de luxe. Il y a des photos de ton atelier, de ton équipe, des usines de fabrication au Portugal. Et il y a une citation ici, a ajouté Catherine, en lisant sur son téléphone. Ma mère pensait que j'échouais parce que j'ai choisi le sens plutôt que le prestige. J'ai bâti une entreprise de plusieurs millions de dollars pendant qu'elle disait aux gens que j'étais au chômage. Le succès ne ressemble pas toujours à ce que les gens attendent. Maman a fermé les yeux. Tu as dit ça à Vogue. On m'a interrogé sur les obstacles que j'avais rencontrés. Le doute familial en était un grand. Tu m'as fait passer pour une méchante. J'ai dit la vérité. Tu as passé 6 ans à me traiter comme un échec. Ce n'est pas méchant, c'est juste triste. La table était devenue complètement silencieuse. Les femmes des tables voisines commençaient à remarquer l'agitation. Les téléphones sortaient, les gens pointaient du doigt. C'est Alexandra Ashford ? A chuchoté quelqu'un fort. De la couverture de Vogue ? Oh mon Dieu, c'est elle. 2 femmes se sont approchées timidement. Nous sommes vraiment désolés d'interrompre, mais nous devions vous dire que nous adorons votre marque. Nous sommes clientes depuis 3 ans. Pouvons-nous prendre une photo ? Je me suis levé, j'ai souri pour les photos et je les ai remerciées gracieusement. Elles m'ont posé des questions sur la nouvelle collection, sur le reportage de Vogue, sur les initiatives de durabilité. J'ai répondu à leurs questions avec la même patience que j'utilisais avec chaque client, chaque interview, chaque interaction. Quand elles sont parties, je me suis rassise. Maman pleurait en silence, son mascara coulant. Je suis désolée, a-t-elle murmuré. Je suis tellement désolée. Je ne savais pas. J'aurais dû écouter. J'aurais dû te croire. Tu aurais dû me respecter assez pour me prendre au sérieux, pour poser des questions au lieu de faire des suppositions, pour me soutenir même quand mon chemin ne ressemblait pas au tien. Tu as raison. Tu as absolument raison. Elle a tendu la main vers la mienne. Je l'ai laissé la prendre mais n'ai pas serré en retour. Comment puis-je arranger ça ? Je ne sais pas si tu le peux. Alexandra, s'il te plaît. Je suis ta mère. Je t'aime. J'ai fait une terrible erreur, mais je t'aime. Tu aimes la version de moi sur la couverture de Vogue, la version que la validation externe a confirmée comme étant un succès. Mais tu ne m'aimais pas il y a 6 mois quand je faisais exactement le même travail. Ce n'est pas vrai. N'est-ce pas ? Il y a 6 mois, tu disais aux gens que j'étais au chômage. Aujourd'hui, tu veux arranger les choses parce que Vogue a confirmé que je suis légitime. Ton amour est conditionnel à l'approbation externe. Catherine et Diana avaient l'air mal à l'aise, souhaitant clairement être n'importe où ailleurs. Patricia a eu la décence d'avoir honte. Je pense que nous devrions y aller, a dit Diana doucement aux autres. Elles se sont levées, ont trouvé des excuses et se sont retirées rapidement. Maman et moi sommes restés seuls à table. Que veux-tu que je fasse ? A-t-elle finalement demandé. Je veux que tu reconnaisses que tu avais tort. Pas seulement sur le succès de l'entreprise, mais sur la façon dont tu m'as traité. L'humiliation publique, le mépris, le refus d'écouter. Tout ça. J'avais tort. J'avais complètement tort. Et je veux que tu comprennes que ce n'est pas réparable avec des excuses. Tu as passé 6 ans à me faire sentir comme un échec.
6 ans à dire aux gens que j'étais au chômage. 6 ans à mépriser mon travail comme un passe-temps. Ce mal ne disparaît pas parce que Vogue m'a mise en couverture. Elle pleurait plus fort maintenant. Je ferai n'importe quoi. Dis-moi quoi faire. Commence par lire l'article. Lis-le. Apprends ce que j'ai construit, comment je l'ai construit, pourquoi c'est important. Pas parce que Vogue dit que c'est important, mais parce que je suis ta fille et que mon travail mérite ton respect. D'accord. Et arrête de dire aux gens que je suis au chômage, ou sans direction, ou en difficulté. Arrête de me proposer des postes d'assistante administrative. Arrête d'agir comme si mon succès était temporaire, ou chanceux, ou insoutenable. Je le ferai. Je le promets. Et peut-être, réfléchis à pourquoi tu avais besoin de Vogue pour te dire que j'avais du succès avant de me croire. Pourquoi ma parole ne suffisait pas? Pourquoi 6 ans de preuves n'ont pas compté jusqu'à ce qu'une autorité externe le valide? Elle a hoché la tête, essuyant ses yeux avec sa serviette. Mon téléphone n'avait cessé de vibrer tout au long de la conversation. J'y ai jeté un œil maintenant. Message texte, courriel, notification Instagram des centaines. Félicitations pour la couverture de Vogue. Si fier de toi. Tu es une inspiration. Ton histoire m'a ému aux larmes. De clients, de collègues, de professionnels de l'industrie, d'anciens camarades de classe, des gens qui avaient suivi mon parcours, soutenu mon travail, célébré mon succès. Des gens qui avaient cru en moi sans avoir besoin que Vogue le confirme d'abord. Je dois y aller, ai-je dit en me levant. J'ai une réunion d'équipe à 15 heures, et ensuite je fais une interview avec NPR à propos du reportage de Vogue. Pouvons-nous parler plus tard, s'il te plaît? Peut-être. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça. Alexandra. Je l'ai regardée, je l'ai vraiment regardée. Cette femme qui m'avait élevé, qui avait payé pour Parsons, qui avait toujours voulu le meilleur pour moi, qui avait aussi passé 6 ans à m'humilier publiquement parce que ma version du succès ne correspondait pas à ses attentes. Je ne dis pas jamais, ai-je dit doucement. Je dis pas aujourd'hui, pas cette semaine. J'ai besoin d'espace pour comprendre ce que je ressens à propos de tout ça. Elle a hoché la tête, toujours en pleurant. Je comprends. Je suis sorti du country club sous le soleil éclatant de l'après-midi. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un texto de ma directrice de studio, la couverture de Vogue a fait planter notre site web. Nous avons eu 40 000 nouveaux abonnés en 2 heures. Les précommandes ont explosé. C'est de la folie. J'ai souri et répondu par texto, réunion d'équipe d'urgence. Voyons comment gérer le volume sans compromettre la qualité ou nos normes éthiques. Un autre texto. Celui-ci de ma meilleure amie, Maya, j'ai vu la couverture. Tu ressembles à une déesse. J'ai aussi vu ta citation sur ta mère. Va charme et mérité. Comment te sens-tu? Je me suis arrêté sur le trottoir, réfléchissant à la question. Comment je me sentais? Justifié? Oui. Blessé qu'il ait fallu Vogue pour que ma mère croie en moi. Absolument. En colère à propos de 6 ans de mépris et d'humiliation publique? Sans aucun doute. Mais aussi fier. Parce que j'avais construit quelque chose de significatif malgré le doute. Parce que j'étais resté fidèle à mes valeurs même quand il aurait été plus facile de me conformer aux attentes. Parce que j'avais créé des emplois, changé des vies et prouvé que la mode éthique pouvait être rentable. Et cette fierté profonde et inébranlable en ce que j'avais construit, elle existait complètement indépendamment de la couverture de Vogue. J'avais réussi hier, avant la sortie de la couverture. Je réussirai demain, que quelqu'un d'autre le reconnaisse ou non. C'était la vraie révélation. Pas le reportage de Vogue, pas les excuses en larmes de maman, pas l'attention virale des réseaux sociaux. La révélation était que je n'avais jamais eu besoin de leur validation en premier lieu. J'ai répondu à Maya, je me sens puissante. Je me sens justifiée. Je me sens prête à t'embaucher si tu es enfin prête à quitter ce job en entreprise et à me rejoindre. Sa réponse est arrivée immédiatement, je remettrai ma lettre de démission demain. Quand est-ce que je commence? J'ai ri aux éclats sur le trottoir, attirant les regards des passants. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu. Alexandra Ashford à l'appareil. Ici James Chin du New York Times. Nous préparons un article sur le reportage de Vogue et votre citation sur le doute familial.
Nous aimerions vous interviewer sur la création d'une entreprise sans soutien traditionnel. Avez-vous du temps cette semaine? Laissez-moi vérifier mon calendrier et je vous recontacterai. Bien sûr. Pour ce que ça vaut, votre histoire est incroyablement inspirante. La façon dont vous avez construit quelque chose de significatif malgré le scepticisme, c'est le genre de résilience dont les gens ont besoin d'entendre parler. Après qu'il a raccroché, je suis resté un moment sur le trottoir, regardant la ville s'agiter autour de moi. Il y a 6 ans, j'avais commencé avec 10 robes et un compte Instagram. Aujourd'hui, j'étais en couverture de Vogue. Demain, qui sait? Mais la trajectoire avait toujours été là. Le succès s'était toujours construit. La seule chose qui avait changé, c'était la prise de conscience des autres. J'avais appris quelque chose d'important au cours de ces 6 années. La validation externe fait du bien, mais elle n'est pas fiable. Aujourd'hui, Vogue m'a mise en couverture. Demain, quelqu'un d'autre serait l'histoire préférée de l'industrie de la mode. C'est ainsi que fonctionne le cycle des nouvelles. Mais l'entreprise réelle et tangible avec des employés, des clients et un impact, ça, c'était permanent. C'était ce que j'avais construit. C'était ce qui comptait. Pas la couverture de Vogue, pas l'approbation de maman, pas l'attention virale des réseaux sociaux. Le travail. La mission. L'effort quotidien pour construire quelque chose de significatif. C'était ça, le succès. Et je l'avais toujours su, même quand personne d'autre ne le savait. Je me suis dirigé vers le métro, le téléphone vibrant encore de notifications. Un autre texto de Maya, je suis sérieuse pour te rejoindre. Je t'ai regardé construire quelque chose d'incroyable pendant que tout le monde doutait. Je veux en faire partie. J'ai souri et tapé, première réunion lundi. Prépare-toi au chaos. Nous sommes sur le point de nous développer rapidement. J'ai hâte. À l'entrée du métro, je me suis arrêté et j'ai regardé en arrière vers le country club. Maman était probablement encore assise à cette table, en train de tout digérer. Ses amis appelaient probablement tout le monde qu'elle connaissait, partageant la nouvelle de la fille qu'elle plaignait 1 heure plus tôt. J'ai ressenti un moment de sympathie pour elle. Elle avait sincèrement essayé de me protéger de la déception. Elle croyait sincèrement que j'étais en difficulté. Ses intentions, au moins, étaient enracinées dans l'amour, même si leur exécution avait été dévastatrice. Mais je savais aussi quelque chose qu'elle commençait seulement à comprendre. Une protection bâtie sur le doute n'est pas du tout une protection. C'est du contrôle. C'est la peur déguisée en inquiétude. Un vrai soutien aurait ressemblé à de la curiosité, à poser des questions, à visiter l'atelier, à me croire quand j'expliquais ce que je construisais. Un vrai soutien n'aurait pas eu besoin de Vogue pour confirmer que j'étais légitime. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, un texto de maman. J'ai lu l'article. En entier. Y compris la partie sur moi. Tu avais raison sur tout. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je t'aime. J'ai fixé le message un long moment. Puis j'ai tapé, je t'aime aussi. Mais l'amour ne suffit pas. J'ai besoin de respect. J'ai besoin que tu crois en moi sans nécessité de validation externe. Cela va prendre du temps à reconstruire. Sa réponse a été immédiate. Je comprends. Prends tout le temps dont tu as besoin. Je serai là. J'ai mis le téléphone dans ma poche et je suis descendu dans le métro. Le train était bondé, mais j'ai trouvé une place près de la porte. Une femme en face de moi lisait quelque chose sur son téléphone, puis a soudainement levé les yeux, qui se sont écarquillés. Êtes-vous Alexandra Ashford? Oui. De la couverture de Vogue? Je viens de la voir. Oh mon Dieu. Elle s'est tournée vers son amie. C'est la créatrice dont je te parlais, celle de la mode durable. Son ami a sorti son téléphone, a trouvé la couverture et a eu le souffle coupé. C'est incroyable. Pouvons-nous vous suivre sur Instagram? Je leur ai donné mon identifiant, j'ai répondu à des questions sur la nouvelle collection et j'ai recommandé des pièces pour leur morphologie et leur style. Elles m'ont remercié profusément et sont retournées à leur téléphone, commandant probablement sur le site web immédiatement. C'était ça, le vrai succès. Pas la couverture elle-même, mais ce qu'elle représentait, une connexion avec des gens qui se souciaient de la mission. Des gens qui voulaient faire des achats éthiques, s'habiller magnifiquement et soutenir des entreprises qui correspondaient à leurs valeurs. J'avais construit une communauté, un mouvement même,
et cela valait plus que n'importe quelle couverture de magazine ne pourrait jamais l'être. Le métro a atteint mon arrêt. Je suis sorti à Brooklyn, marchant sur le chemin familier vers l'atelier. En approchant de l'immeuble, mon immeuble, celui que je possédais, je pouvais voir des lumières aux fenêtres. Mon équipe était déjà là, gérant probablement le plantage du site web, répondant aux demandes du service client et se coordonnant avec les fabricants pour une production accrue. J'ai sorti mes clés et j'ai déverrouillé la porte. À l'intérieur, l'atelier était un chaos organisé. Des échantillons de tissu partout, des mannequins avec des créations à moitié finies, des ordinateurs ouverts sur les systèmes de gestion des commandes, des téléphones sonnant constamment. Elle est là, a crié quelqu'un. Mon équipe a éclaté en applaudissements. Tu as vu les chiffres, a lancé ma directrice de studio. Nous avons fait plus d'affaires en 4 heures que pendant tout le mois dernier. Avons-nous maintenu les normes de production, ai-je demandé en suspendant ma veste. Oui. Nous n'acceptons pas de commandes que nous ne pouvons pas satisfaire de manière éthique. Mais la liste d'attente a augmenté de 8000 personnes depuis ce matin. Bien. Parlons de l'augmentation de la production sans compromettre nos relations avec la chaîne d'approvisionnement. Salle de conférence dans 5 minutes. En traversant l'atelier, les membres de l'équipe m'ont félicité, m'ont serré dans leurs bras et m'ont montré des publications sur les réseaux sociaux célébrant la couverture. Ces gens, qui avaient cru en la mission avant Vogue, qui avaient travaillé de longues heures pour des salaires équitables, qui avaient aidé à construire quelque chose de significatif, ils étaient ma vraie validation. Dans la salle de conférence, j'ai affiché nos feuilles de calcul de production et nos projections financières. D'accord, ai-je dit à l'équipe réunie. Soyons intelligents à ce sujet. La couverture de Vogue est une exposition incroyable, mais elle est temporaire. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une croissance durable qui maintient nos valeurs. Comment pouvons-nous nous développer sans exploiter les travailleurs ou compromettre la qualité? Pendant les 3 heures suivantes, nous avons élaboré une stratégie. Nous avons contacté nos partenaires de fabrication au Portugal et au Guatemala pour discuter de la capacité, examiner les candidatures de nouveaux fournisseurs potentiels qui répondaient à nos normes éthiques, planifier l'embauche pour l'atelier et projeter les flux de trésorerie pour l'année à venir. C'était le travail que j'aimais, le vrai travail sous le glamour des couvertures de magazines et des moments viraux. Construire quelque chose qui comptait. Quand j'ai quitté l'atelier à 20 heures, nous avions un plan. Une mise à l'échelle prudente et éthique. Pas de raccourci. Pas de compromis sur la mission pour une croissance rapide. Mon téléphone a vibré avec un autre texto de maman. Ton père et moi aimerions t'inviter à dîner ce week-end pour célébrer correctement et pour nous excuser correctement. Serais-tu d'accord? J'y ai pensé en marchant vers le métro. 6 ans de mépris ne disparaissaient pas avec une seule excuse. La blessure était réelle. Le mal était fait. Mais elle essayait. Et peut-être que c'était suffisant pour commencer à reconstruire. J'ai tapé, dimanche, 18 heures. Tu choisis le restaurant. Mais maman, il ne s'agit pas de la couverture de Vogue. Il s'agit que tu comprennes et respectes le travail que j'ai accompli depuis le début. Peux-tu faire ça? Sa réponse est venue rapidement. Oui. Je le promets. Je vais passer toute la semaine à lire sur ton entreprise. Tout ce que j'aurais dû lire il y a des années. À dimanche. Puis j'ai rangé le téléphone et je suis monté dans le train pour rentrer chez moi. La femme à côté de moi lisait l'article en ligne de Vogue sur sa tablette. Je pouvais voir mon propre visage sur son écran, les photos de l'atelier, les citations sur la construction d'une mode éthique malgré le scepticisme. Elle a levé les yeux et m'a surprise en train de regarder. Désolé, ai-je dit. C'est juste étrange à voir. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran, puis à moi, puis de nouveau à l'écran. Attendez. Êtes-vous? Oh mon Dieu, c'est vous. Vous êtes Alexandra Ashford. Oui. Cet article est incroyable. Je lisais votre histoire. La partie sur votre famille qui doutait de vous. Ça m'a vraiment parlé. Je lance ma propre entreprise et mes parents pensent que je suis folle. Êtes-vous passionné par ce que vous faites? Complètement. Alors faites-vous confiance. La validation externe viendra éventuellement, mais elle ne signifiera pas autant que vous le pensez. La vraie validation vient de la construction de quelque chose en quoi vous croyez. Elle a hoché la tête lentement. Merci. J'avais besoin d'entendre ça. Le train a atteint mon arrêt. Je me suis levé pour partir et la femme m'a touché le bras. Pour ce que ça vaut,
a-t-elle dit, vous avez raison sur la validation externe. Mais ça doit faire du bien de leur prouver à tous qu'ils avaient tort. J'ai souri. Oui. Mais je savais déjà que j'avais raison. La couverture de Vogue l'a juste rendue publique. Je suis sorti du train et j'ai marché jusqu'à mon appartement, un modeste 2 pièces à Brooklyn que j'avais gardé même après que l'entreprise soit devenue rentable. J'aurais pu me permettre quelque chose de plus grand, de plus chic, mais j'aimais la simplicité, le rappel de là où j'avais commencé. À l'intérieur, j'ai préparé du thé et je me suis assise près de la fenêtre, regardant la ligne d'horizon de Brooklyn. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Un texto de mon ancien professeur de Parsons, j'ai vu la couverture de Vogue. J'ai toujours su que tu changerais l'industrie. Fier de toi, Alexandra. Tu es restée fidèle à ta vision même quand c'était difficile. C'est ça, le vrai succès. J'ai posé le téléphone et j'ai siroté mon thé. Demain, le travail continuerait. Plus de commandes à honorer, plus de décisions stratégiques, plus de construction. La couverture de Vogue disparaîtrait du cycle des nouvelles. Le moment viral passerait. L'attention se déplacerait ailleurs. Mais l'entreprise réelle et tangible construite sur l'éthique, l'artisanat et un but elle resterait. Et c'était ce qui comptait. Pas la validation de maman, pas la couverture de Vogue, pas le respect soudain du country club. Juste le travail. Le travail quotidien, sans paillettes, essentiel, de construire quelque chose de significatif. C'était ça, la vraie histoire. C'était ça, le vrai succès. Et je l'avais toujours su.